Bonjour à tous et bienvenue dans ce 38e épisode de Brest On Air. Le 38e, ça aurait dû être le dernier de la saison puisque c'est 38 matchs en général. Malheureusement, comme vous le savez, elle a été interrompue et du coup nous avons renouvelé notre offre. Et aujourd'hui nous vous accueillons donc avec Yann pour un épisode encore une fois assez exceptionnel. Mais tout d'abord, Yann, salut, comment vas-tu? Salut, très bien et toi? Bah, Je patiente, le foot nous manque, mais on fait avec. Ouais, le foot manque, c'est clair. Moi, ça va bien également. Donc, on a une pensée pour Quentin aussi, qui peut pas être avec nous aujourd'hui, mais qui reviendra évidemment très rapidement dans le podcast. Tu nous dis hein, à juste titre que le foot nous manque, mais le podcast va continuer hein, malgré l'arrêt du championnat et puis l'arrêt des compétitions en France. On va continuer à parler du Stade Brestois dans les semaines à venir avec du mercato, différentes informations. Mais aujourd'hui, Yann, on a un invité un petit peu spécial. Est-ce que tu peux nous le présenter? J'aurais tendance à dire tout simplement qu'on reçoit aujourd'hui une des légendes du Stade Brestois 29, du Stade Brestois 29 moderne en tout cas. Plus de 250 matchs à son actif, arrivé à Brest en 2005. Il s'agit bien évidemment de Steve Elana. Alors Steve, comment ça va? Très bien, très bien, merci. Des confinements actifs, donc ça va. Ouais, ça va. Comment as-tu justement survécu, j'ai envie de dire, à cette période de confinement Non, en toute simplicité, hein. Je pense qu'il fallait s'adapter, donc ça m'a permis d'un petit peu m'occuper différemment, d'avoir plus de temps enfin pour moi, qu'en saison. Donc non, sur ça, je me suis plutôt bien adapté. Ça m'a permis de me reposer. Et franchement, vu que je suis à l'origine quelqu'un de très casanier, donc franchement, je l'ai plutôt bien vécu. Mis à D'accord. part bien sûr le fait de ne pas pouvoir côtoyer mes proches, mais bon, ça va. D'accord, ok. Bon. Et alors du coup, au niveau professionnel, qu'est-ce que tu deviens? Tu es toujours actif justement? Tu es toujours gardien de but à Cholet, si je me trompe pas? Ça c'est ça. Pour le moment, je suis toujours actif, toujours sous contrat. Donc hâte de redémarrer la nouvelle saison. Enfin, en tout cas, de reprendre le chemin des terrains déjà. Et vous avez des nouvelles quand tu as une reprise, une date, un truc de prévu avec ton club? Il te reste combien de temps de contrat? Là, il me reste 2 ans de contrat. Là, je pense que ça va être sur du début juillet, donc soit toute fin juin ou début juillet. Donc après, je pense qu'après les programmes vont être adaptés selon la date officielle de reprise du championnat et que les programmes d'entraînement vont être plus comment dire Plus plus précis. adaptés Ouais. à la date de reprise prévue, parce que là, c'est vrai que reprendre fin juin selon la reprise du championnat, si par exemple elle est prévue au mois fin août, toute fin août, voire début septembre, Ça comme fait c'est long. évoqué actuellement, il n'y aurait aucun intérêt à reprendre fin juin. Donc, bon, je pense que on s'adaptera le moment venu. Du coup, bonjour Steve, j'ai pas eu l'occasion de vous saluer. Alors moi, Bonjour. j'avais une question qui... Enfin, aujourd'hui, si je me trompe pas, vous avez 40 ans. Oui. Gardien titulaire d'une équipe quand même assez solide de N1 à 40 ans, c'est une satisfaction? Est-ce que quand tu as démarré ta carrière, tu te disais je vais aller au moins jusqu'à 40, 41, 42, 43 ans, ou tu te considères un peu comme le Gigi Buffon du championnat français? Non, après, faut remettre toutes les choses à leur place. Les Didi Buffon, déjà non, parce que j'ai pas eu cette chance de pouvoir, on va dire, perdurer sur la Ligue 1. Donc maintenant, aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est mon amour pour le foot, mon amour pour mon travail, et que je m'y sente encore bien physiquement et mentalement. Maintenant, être à Cholet dans un club solide, effectivement, c'est une opportunité. Maintenant, j'aime le foot. Voilà, c'est vraiment ce qui m'anime. Si on m'avait dit ça il y a quelques années, non. Je pensais pas jouer encore aujourd'hui. À l'époque, j'optais pour un 35-36 ans. Maintenant, c'est vrai que mon passage à Lille aussi m'aura permis. Il y a eu des bons et des mauvais côtés. Donc le mauvais côté, c'est que j'ai pas beaucoup joué, et le bon côté, c'est que ça m'aura permis de réaxer mon travail physique et c'est ce travail qui me permet aujourd'hui d'être encore là. D'accord. Et justement, l'été dernier, quand tu as signé à Cholet, je me souviens d'une interview que tu as fait avec un journal local où tu as dit clairement que le mot retraite, pour toi, c'était un mot tabou. Du coup, la question elle se pose, c'est dans l'idéal, t'aimerais continuer encore combien de saisons?
J'ai pas d'idéal, hein, honnêtement. J'avance vraiment au feeling, non seulement avec moi-même, mais aussi avec les dirigeants, parce que au final, il y a rien de pire que de s'engager et au final qu'on nous fasse nous rendre compte qu'il faut arrêter en fait. Pour le moment, je prends énormément de recul sur tout ce que je fais, je revisionne tout ce que je fais, j'essaie d'axer mon travail aussi sur des choses qui me permettent d'être encore légitime dans ce championnat et c'est comme ça que j'avance. Voilà, j'avance par stade. Et pour le moment, tant que je réponds à certains critères que je me suis fixé, mais aussi que les dirigeants nous avons fixé ensemble, bon bah on continue. Donc après combien de temps, je sais pas. Là, il me reste 2 ans, donc on va dire 2 ans. 2 ans, bah, ce serait déjà une carrière bien remplie. Une carrière justement sur laquelle on va revenir un petit peu avant de parler un peu plus du Stade Brestois, parce que c'est ça qui vraiment nous intéresse, c'est le cœur de notre sujet. Donc tu as une carrière qui est très longue et très remplie. Quel est peut-être le ou les meilleurs souvenirs justement de cette carrière de footballeur professionnel pour toi? Bah, pour le moment, je vais répondre les montées parce que vivre des accessions, c'est toujours quelque chose de fort et j'ai eu la chance d'en vivre une, deux, trois. Voilà, ce sont les moments forts que j'ai vécu, que ce soit à Valence, à Caen ou à Brest. Ouais, c'est vraiment ces moments-là que je garde. Après, oui, c'est vraiment cela. Ouais. D'accord. Et en contrepartie, on sait que bah, le poste de gardien, c'est quand même un poste très particulier. Puis en un geste, tu peux faire basculer un match du mauvais côté, alors que c'est pas forcément le cas d'un défenseur ou d'un milieu de terrain. Quel est peut-être ton pire souvenir ou le moment où tu t'es senti un peu le moins fort? On pense par exemple à un match avec Lille contre Sochaux, ou des moments où t'as été un peu plus en difficulté. Ouais, alors après, c'est pas, ouais, c'est vrai que c'est vraiment un match où, c'est un match, certes que j'ai mal vécu parce que c'était un match qu'on avait en main et puis on jouait vraiment une qualification pour les places européennes, donc ça a été un match un peu À oublier. cauchemardesque. Ouais. Ouais, à oublier, mais bon après non, pas oublier parce que je pense que ce genre de match, mine de rien, ça doit forger, ça doit servir à quelque chose. Donc, je suis comme ça. Donc, même dans le négatif, faut en sortir du positif, sinon c'est pas la peine. Voilà, maintenant, ouais, avec du recul, ouais, je pense que c'est celui-là. Mais honnêtement, il y en a eu beaucoup des matchs hein, comme ça, avec ce ressenti-là, en tout cas. Hein. C'est pas, moi, je m'en cache pas. Hein. Non, non, mais C'est c'est normal. pas, je suis pas un robot. Voilà, je suis passé par tous les sentiments sur un terrain. Dieu merci, j'ai vécu plus de joie que de peine. Mais oui, ça m'est arrivé quand même dans tous les clubs que j'ai vécu. De toute façon, il y a eu au moins un match où j'ai ressenti ça. Justement, tu évoquais le fait qu'avec le LOS, vous chouillez un peu le haut de tableau, les qualifications européennes. Surtout avec le LOS, tu as découvert la Ligue des Champions, alors que c'est quoi, 1 ou 2 ans auparavant, tu jouais en Ligue 2 avec le Stade Brestois. Ouais. Enfin, est-ce que à un moment, quand tu étais à Brest, tu t'es dit, bon, dans 3 ans, je jouerai en Ligue des Champions? J'entendrai la petite musique. Non, très honnêtement, pour moi, c'était juste à la PlayStation, ça. Hein. Il y avait pas de plan. Après, j'ai jamais été le genre de personne à tirer des plans sur la comète et alors ça ne m'empêchait pas d'être ambitieux, mais 3 ans avant, mon ambition était de monter en Ligue 1 avec le Stade Brestois et d'y rester jusqu'au moment des négociations avec Lille. Ça a toujours été ça mon objectif. Donc après oui, bien sûr, c'est un sacré bond en avant et c'est quelque chose qui aura été un espèce de De cerise je un vais pas peu. dire de cerise, mais pas spécialement une finalité, mais Ouais. vraiment un moment fort aussi parce que j'ai souvent eu cette sensation d'être soit de me dire que j'étais pas à la hauteur ou soit de me dire que parce qu'on me mettait souvent l'étiquette de joueur ou de gardien sous côté et à un moment donné ça a été quelque chose de fort pour plein de choses comme ça. T'as eu l'impression d'être reconnu à ta vraie valeur du coup à ce moment-là peut-être? Non, alors je peux pas dire ça non plus parce que la vraie valeur, c'est pas juste avoir fait 2 matchs de Ligue des Champions, Ouais. c'est très bien, j'en suis très heureux et très fier et je pense que des gardiens avec des CV extraordinaires et bien plus importants que le mien n'ont pas eu cette chance, mais faut aussi être dans la mesure. Mhm. Faire 2 matchs de Ligue des Champions, c'est pas faire 2 campagnes. Ne D'accord. serait-ce que faire une campagne complète. Mhm. Voilà.
Je ne me revendique pas gardien du niveau Ligue des Champions. Non, juste j'ai cette chance-là de goûter à ça. Et tu avais joué contre Valence, il me semble, et puis c'était qui l'autre Valence battait Borisov, ouais. D'accord, ok. Et pour ce qui est campagne européenne, j'ai fait aussi un match de qualification. C'était pour l'Europa League. J'avais fait un match contre un tour préliminaire contre les Grasshopper Zurich. D'accord, ok. Pour être complet, ouais. D'accord, donc la Ligue des Champions, on sait ce que ça représente. Et dans ta carrière, tu as quand même aussi côtoyé des grands joueurs, surtout lorsque tu es parti au LOSC. Ouais. Quel le joueur comme ça qui te vient à l'esprit quand je te demande le mec le plus fort à qui tu as joué, qui t'a le plus impressionné, que ce soit à l'entraînement ou alors le plus fort que tu as pu rencontrer sinon sur un terrain? Sur la saison où j'étais à Lille, la première saison, c'est vrai que Dimitri Payet avait fait une grosse saison. Ouais. C'était un joueur qui... Enfin, on voit que c'est un talent, en fait. Voilà. On voit que c'est un talent, que c'est un joueur qui joue à l'instinct, et puis qui est très efficace. Donc c'est un joueur qui nous a fait basculer des matchs. Il est vraiment un leader, qui a été un leader technique, un leader en termes d'efficacité, parce que il nous a mis vraiment des buts. Il y a des matchs où vraiment, ouais, il était. Et puis qu'en plus autour de ça marche et qu'il y a de bons et grands joueurs à côté, c'était un plaisir d'évoluer avec lui. À Lille, franchement, j'en ai côtoyé beaucoup parce qu'un Sofiane Bouffal aussi, c'est un joueur qui techniquement est sans doute l'un des plus beaux à avoir joué que j'ai vu, enfin que j'ai côtoyé à l'entraînement surtout. Après il y a des joueurs comme Salomon Kalou, comme Idrissa Gueye qui dans leur registre aussi sont des joueurs qui vont impressionner dans leur travail. Après même un joueur comme Florent Balmont ou Rayon Mavouba, parce que ce sont des joueurs aussi qui ont un certain vécu. Franchement, j'ai côtoyé énormément de bons joueurs, même de très jeunes joueurs qui aujourd'hui sont des joueurs qui sont des internationaux reconnus. Je pense à Divock Origi notamment. Voilà, donc franchement, dans ce club, j'ai eu la chance de côtoyer aussi bien de jeunes que des joueurs plus aguerris, mais vraiment de très très bons joueurs. Gaël Sidibé qui aujourd'hui en équipe de France, champion du monde. Enfin bon, voilà, non, franchement, ouais, dans ce club-là. Au niveau de ce que j'ai vu, de ce que j'ai côtoyé comme joueur, comme entraîneur aussi, et de ce que j'ai vécu en termes de culture footballistique personnelle, c'est vrai que j'ai vécu quelque chose de grand. Ouais. Et justement, tu parles des grands joueurs avec lesquels tu as joué. Du côté de Lille, évidemment, tu as été mis en concurrence avec certains gardiens, je pense notamment à Michael Landreau. Comment ça se passait cette cohabitation un peu avec un Michael Landreau qui me semble est parti assez rapidement après ton arrivée? Avec quelques autres gardiens émergents, il y a notamment Enyama, il me semble, qui était arrivé à peu près en même temps que toi. Comment s'est passée cette cohabitation avec des gardiens alors qu'à Brest, on peut quand même le dire, tu étais indiscutablement numéro 1 au Stade Brestois? Ouais, alors je pense que en partant de Brest, même si j'ai pas tout mesuré en termes de dimension humaine, par rapport au monde dans lequel je débarquais en arrivant à Lille. J'ai quitté le Stade Brestois parce que j'ai eu la proposition d'un grand club et ça me permettait de donner une autre dimension à ma carrière et de voir autre chose. Je me doutais bien que cela s'accompagnerait aussi de difficultés nouvelles. Non pas la concurrence parce que je l'ai toujours vécu, que ce soit à Brest ou ailleurs, et même si j'ai eu ce statut de gardien titulaire, très honnêtement, il a fallu le conserver parce que j'ai bossé avec de bons gardiens. Maintenant, j'ai les matchs parlaient pour moi et je se sont bien goupillés et tant mieux. J'ai travaillé pour aussi. Maintenant à Lille, avec Michael Landreau, ça se passait plutôt bien. Hein. Moi, j'étais un petit peu. Moi, quand j'arrive dans un club comme ça, je suis un petit peu dans le rôle de l'éponge où j'observe un petit peu, j'essaie de prendre la température de plusieurs choses et de me positionner en toute simplicité, en toute humilité dans le travail. Donc il a fallu que je m'adapte. Le départ de Mika, c'est vrai que alors 2 ans avant ou 1 an avant, Vincent Enyama arrivait au club et lui avait demandé à être prêté parce que la concurrence, le fait de ne pas jouer ne lui convenait pas, donc il avait quitté le club. Donc, quand Vincent est revenu, il y a eu une concurrence qui s'est installée, mais Vincent revenait pour jouer. Il a eu sa chance, donc pareil, hein, il a fallu encore s'adapter. Donc oui, Vincent est quelqu'un avec qui je m'entendais vraiment très bien, donc la concurrence avec lui, franchement, c'est vraiment très bien passé. Hein. C'est devenu un ami. Voilà, la concurrence n'empêche pas de lier des relations humaines assez importantes aussi, même avec des gardiens, quoi. Ah bah absolument pas, puisque mon meilleur ami, entre guillemets, l'un de mes meilleurs amis en tout cas, c'est Julien Lachuer. Pour autant, à l'époque, ça a été un concurrent qui est très vite devenu un ami.
Bah, tu évoques justement Julien Lachuer, c'est intéressant parce qu'on avait une question à son sujet. Il a une très solide réputation à Brest, hein. Il a été joueur, maintenant il est dans le staff. Et avec tes 20 ans de carrière et le recul que tu peux avoir, est-ce que tu as le sentiment que c'est le meilleur avec qui tu es travaillé? Parce qu'à Brest, on a l'impression qu'il fait progresser tous les gardiens qui passent avec lui. Qu'est-ce que tu as à dire sur lui? Bon, maintenant que tu nous as dit que vous êtes très amis, j'imagine que tu as un avis positif sur lui. Mais nous, Lachuer, voilà, c'est vraiment un gars qui semble faire progresser tous les gardiens qui passent à Brest. Est-ce que tu es d'accord avec ça, quoi? Bien sûr. Bien sûr, je pense que déjà, je pense qu'il était fait pour ça. Moi, je ne peux pas le dissocier de la réussite que j'ai connue à Brest parce que, en fait, en tant que concurrent pendant 4 ans, on a cohabité. Donc, du coup, il me connaît vraiment par rapport sur le bout des doigts, par rapport au travail, par rapport à aux axes d'amélioration qui pouvaient être les miens, aux axes de progression. À quelle charge de travail j'étais prêt à prendre sur les épaules sans souffrir, à quel moment il fallait s'arrêter, et puis surtout après psychologiquement. Une relation de confiance aussi entre vous, j'imagine. Ouais, à 100%. De toute façon, j'ai toujours eu confiance, franchement, toujours placé ma confiance dans les coachs que j'ai eus. Non, lui, c'est vrai que, en plus, bon, on était en chambre ensemble tout le temps, donc je voyais bien que dans sa tête, il était prêt à basculer parce que il s'est préparé, il notait déjà les séances, déjà 1 an avant, il notait déjà les séances, il commençait un petit peu à avoir une approche différente sur le poste d'entraîneur de gardien. J'ai envie de dire que la transition, elle s'est faite. Alors, je pense pas qu'elle ait été facile parce que c'est jamais évident. Qu'on dise à un gardien, bah écoute, nous on te verrait bien basculer. Et donc je pense qu'il a eu une petite période où il a fallu que l'idée se fasse dans sa tête. Une fois que l'idée a été faite, franchement, en début de saison, voilà, moi j'ai été très heureux de le retrouver dans ce poste-là parce que c'est quelqu'un en plus de très honnête. Je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui sa réussite. C'est pas quelqu'un qui ment. Ouais, parce que justement, est-ce que justement le fait que ce soit quelqu'un qui soit devenu un ami au fil du temps, est-ce qu'il arrive à te dire justement les choses quand ça va pas, qu'il est pas content, ou est-ce que c'est plus difficile? Ah non, il me l'a toujours dit. Hein. D'accord. Il me l'a toujours dit, et il m'a même toujours dit en étant concurrent. Hein. Parce qu'on avait une relation amicale qui faisait que par moment, il était capable de me dire que, pour reprendre son expression, si j'avais été court ou pas. Ouais, d'accord. Donc non, ça, il y a toujours eu cet échange-là. C'est quelqu'un, franchement, lui, si vous voulez pas avoir de réponse qui vous blesse, ne lui posez pas de questions. Parce qu'il va vous répondre très honnêtement. Après, chacun y trouve son compte. Moi, personnellement, je ne peux que le remercier sur le travail qu'on a accompli ensemble. Et il le sait. Donc oui, cela va sans dire que pour moi, c'est quelqu'un qui fait progresser tous les gardiens qui bossent avec lui. On va peut-être passer maintenant du coup au cœur de notre sujet, c'est-à-dire ton passage au Stade Brestois. Pour de très nombreux Brestois, tu es certainement avec Bruno Grougy la grande légende, en tout cas un des garants de l'identité du club. Aujourd'hui, il me semble que tu as joué quasiment 250 matchs avec le Stade Brestois. Quand tu arrives à Brest en 2006, depuis quand? Est-ce que tu t'attends à rester aussi longtemps ou non? 2005. 2005, pardon. 2005 même. 2005. Est-ce que je m'attends à rester? Non. Parce que quand j'arrive, je signe 3 ans et donc non, pas du tout. Je m'attends pas du tout à ça. J'arrive dans un projet où le club ambitionne de se maintenir et de pérenniser un petit peu l'entité au sein de la Ligue 2. Donc non, pas du tout. Pas du tout. Après, comme je vous dis, hein, c'est toujours le même fonctionnement chez moi, c'est que j'arrive et je m'adapte un petit peu en fonction de ce qui se passe. À l'époque, Philippe Goursa, il s'est beaucoup d'espoir en moi pour mener à bien la mission qui m'avait été confiée en arrivant. Donc non, franchement, je m'attendais pas à ça. Et tu as une particularité que justement on compare avec Bruno Grougy que lui n'a pas, parce que tu as connu un Stade Brestois un petit peu avant lui, où les entraîneurs semblaient changer très régulièrement quand même. Donc il y avait un manque de stabilité au club. Et si on ne se trompe pas, au total, tu as connu pas moins de 6 entraîneurs à Brest. Et il y en a avec qui les choses ne sont pas bien passées du tout ou pas. Et si tu devais en retenir qu'un ou deux, lequel tu choisirais? Peut-être Alex Dupont, je pense. Ah, bien évidemment. C'est lui qui te vient en tête immédiatement. Il y a lui et Pascal Janin. Je pense que lui, Pascal Janin, parce que bon, Pascal, je l'ai connu en tant qu'entraîneur des gardiens, mais dans l'approche, je pense que ce sont 2 entraîneurs qui ont contribué. Donc je vais mettre Pascal en premier parce que Pascal, là, il a vraiment contribué à un changement de mentalité au sein du club. Voilà, je pense que les entraîneurs qui sont venus, qui ont été nommés avant Pascal avaient tous des valeurs et des identités de jeu qui, certes, qui étaient celles du club à ce moment-là,
c'était vraiment basé sur un jeu très rugueux, très défensif, mais à Brest, honnêtement, même par rapport aux gens que je pouvais croiser ou avec qui je pouvais échanger, les gens savaient qu'ils venaient voir un match où, en gros, c'était faire passer un sale quart d'heure à l'adversaire, entre guillemets, qu'il soit pressé de rentrer chez lui, et puis voilà. Après, avec l'arrivée de Pascal, il a fait évoluer les mentalités et lui était plus un entraîneur. Déjà, ça a été un entraîneur qui a été formateur à Metz. Donc, lorsqu'il est arrivé en tant qu'entraîneur des gardiens, puis en tant qu'entraîneur principal, il a vraiment pu mettre en place ses idées du jeu. Il a vraiment aussi banni certaines choses qu'il avait vues du football avant son arrivée. Et on a commencé réellement à parler football et réellement sans faire offense aux autres, hein, et réellement commencer à recruter des joueurs pour faire du jeu. Voilà, je pense que lui, lorsqu'il est arrivé, il y a des joueurs comme Eric Citru, comme François Masson surtout, qui sont arrivés. Et voilà, c'était vraiment François Masson, c'était un profil de joueur pour jouer au foot, quoi. Et je pense que par petites touches comme ça, le club a commencé un petit peu à changer d'un point de vue identitaire sur le terrain. Et justement, tu évoques un club qui a commencé à évoluer par petites touches, mais à ton arrivée, à tes yeux, qu'est-ce qui manquait en fait au club pour progresser, pour être un peu plus, c'est facile à dire maintenant, mais plus ambitieux que viser un maintien en Ligue 2 régulièrement? Non, mais il fallait que les choses se passent de façon progressive plutôt. Ouais, exactement, merci. J'allais vous faire la remarque et vous dire que vous m'aidez pas beaucoup à trouver mes mots, hein. Mais là, c'est ça, c'est très bien. Ouais, il fallait que ça se fasse de façon progressive. Je pense qu'à l'époque, même si après c'est toujours pareil. Là, je rentre vraiment dans le fonctionnement d'un club, mais par rapport aux personnes qui étaient en place et qui avaient des responsabilités à ce moment-là, quelles étaient les directions qu'ils voulaient donner, de quelle façon voulait-il y arriver avec l'entraîneur, tactiquement, comment on voulait organiser l'équipe, comment. Il y a plein de choses qui font qu'un entraîneur et qu'un staff arrivent à mettre en place un effectif pour réellement refléter une identité de jeu bien particulière. Là, on était plus dans un mode où on s'adaptait un petit peu à l'adversaire. D'accord. Donc il y a de ça aussi. C'est très complexe, hein. C'est vraiment complexe. Donc après, la priorité pour le club de toute façon, c'était de rester en Ligue 2 et de pérenniser le statut pro. Parce qu'il y a aussi un développement plus large qui s'est fait au niveau du club avec les jeunes. Donc il y avait beaucoup de chantiers en même temps, on va dire. D'accord. Et Alex Dupont, du coup, arrive dans un contexte en fin de saison, si je ne me trompe pas, pour justement sauver le club qui était un petit peu en difficulté. Il vient pour 4 ou 5 matchs et l'année d'après, directement, vous montez en Ligue 1. Donc c'était une montée un peu inespérée. Peut-être, enfin, toi, de ton côté, au début de la saison 2009-2010, est-ce que lorsque vous vous retrouvez pour la prépa, vous vous dites cette année on va monter ou pas du tout? Et deuxième question en une, qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir justement de cette année-là, de fameuse année 2009-2010? Parce que pour nous, supporters de Brest, ça reste quand même... Pour moi, perso, cette montée 2009-2010, elle était plus forte encore que celle de l'année dernière. Je le pense aussi. Parce que justement, inattendu... Non, mais je ne l'ai pas vécu. Oui, bien sûr. Déjà, Alex Dupont, effectivement, il arrive dans ce contexte où pas trop bien en classement. Moi, à titre personnel, j'étais à la cave, j'étais partant dans les semaines ou les mois à venir. Ouais. Et donc, on m'appelle pour savoir si je suis encore mentalement prêt et encore dans le projet brestois. Donc, on me dit que c'est Alex Dupont qui va reprendre l'équipe et qui compte sur moi. Donc, on part sur quelque chose de neuf, on va dire. Et tu sens tout de suite que ça prend? Non. Après, honnêtement, c'est sur le premier match où il officie. Voilà, on a eu quelque chose qu'on n'avait pas eu depuis longtemps, c'est-à-dire mettre en place des principes simples pour que l'équipe tourne et que l'équipe surtout enraye une espèce de spirale négative. Et en fait, et dans ce renouveau, le coach il a été bon parce que en gros c'est quelqu'un qui nous a dit avec les principes qu'on est en train de mettre en place là. Et avec la qualité des joueurs que vous êtes, on va s'en sortir. Ça, c'était son premier discours lorsqu'il arrive et que je crois qu'il officie pour le match de Vannes. Ouais. Si ma mémoire est bonne. Et pour son premier match, on gagne 3-0 là-bas. Franchement, j'ai eu l'impression, à la 70e minute, j'ai eu l'impression que c'était le Barça. Ça jouait non, mais sérieusement, ça jouait en 2 touches de balle. Je pense que j'avais très rarement vu ça à Brest où vraiment, ce jour-là, je pense que toutes les planètes étaient alignées.
dans toutes les têtes, et on a vraiment joué une partition où on a joué le même football pendant 90 minutes. Et dans la foulée, vous battez Lens qui pouvait monter sur le match, non? Oui, c'est ça. Je crois qu'on a, oui, on a reçu Lens et après, je sais plus où on va d'ailleurs après. On gagne aussi, je crois, et après on perd, je crois, à domicile contre Nîmes pour le dernier match. Ouais. Mais franchement, l'essentiel était déjà acquis sur le match d'avant. Maintenant, lorsque la saison va reprendre, non, on peut pas se dire ça parce qu'on est quand même une équipe qui a souffert. Et on espère justement, ce qui va nous tenir, c'est la peur, en fait. C'est la peur de revivre un petit peu une saison pareille pour les joueurs qui ont vécu le traumatisme la saison d'avant. Donc là, à ce moment-là, il va y avoir, on va juste repartir en toute humilité. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est le recrutement. Et puis après c'est le recrutement. Après je dis ça, mais attention parce qu'au mois d'août, fin août, je crois qu'on est 16e. Même si on gagne notre premier match, je crois que fin août on est 16e et ou 15e, je sais plus. Et on perd pas beaucoup, mais on fait beaucoup de matchs nuls qui nous font pas avancer. J'ai l'impression que c'est le match de Guingamp qui donne un peu un déclic. Le match de Guingamp et de Caen aussi. Non, le match d'Avignon. Ah ouais, quand vous prenez 3 buts sur coup de pied arrêté. Ouais. Ouais, exactement. Parce que à l'Avignon, le coach il nous a littéralement défoncé. Toute la semaine, il nous a littéralement défoncé. Et je pense qu'il a, en même temps, il a libéré les têtes de beaucoup de pression et il nous a fait comprendre que sur ce match-là, à l'Avignon n'avait peut-être pas été meilleur que nous, mais ils avaient été meilleurs que nous sur les coups de pied arrêtés. Qu'on avait perdu ce match-là et que de toute façon, il y avait rien d'autre à faire que l'accepter, mais qu'à partir de maintenant, on serait une équipe qui n'aurait plus peur de perdre et qu'on allait avancer avec nos principes. Quoi. Puis il y a certaines choses qui ont commencé un petit peu à se mettre en place et puis là, on a commencé une série de 15 ou 16 matchs sans défaite. Justement, tu évoques le recrutement de cette année-là. Cette année-là, il y a quand même 2 joueurs importants dans l'histoire du Stade Brestois qui arrivent, ce sont Nolan Roux et Bruno Grosjean. Quand tu les vois arriver, quand tu les vois évoluer en précédent, est-ce que tu te dis ouais, là on a quand même des top joueurs de Ligue 2 qui ont le niveau pour jouer en Ligue 1 ou vraiment l'explosion était autant de surprise pour toi que nous? Non, la Ligue 1 n'est pas dans la bouche de personne. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette année-là, alors certes, il y a Bruno qui arrive. Pour la petite histoire, Bruno, je l'ai connu à Caen, donc en 2003. Et donc moi, Bruno, je suis resté en contact avec lui. Après mon départ de Caen. Et on a toujours échangé et j'avais essayé de le faire venir avec Benoît Le Sommier parce que je traînais tout le temps avec eux à Caen. D'accord. Donc j'avais essayé de les faire venir à Brest déjà depuis 2 ans auparavant, quoi. Eux, ils étaient à Clermont et j'avais dit à Philippe Goursat puis à Michel Buquet, j'avais dit eux, faut les faire venir. Ce sont mes potes, mais faut les faire venir parce que ce sont de très bons joueurs et qu'ils vont nous servir. Et à chaque fois, on me disait en gros, on me disait c'est pas possible, arrête de rêver, Enfin bon, bref, on m'envoyait chier gentiment. Et t'as eu gain de cause finalement. Au final, ouais, parce que les deux sont venus en plus. Et ils ont été bons. Voilà, donc les deux sont venus. Et donc moi, quand je les vois arriver, je suis très content parce que je retrouve vraiment des amis pour le coup. Faut pas oublier que cette année-là, il y a aussi Oscar et Wolo qui arrivent. Il y a Omar Daf. Ouais. J'en oublie certainement. Mais déjà, ces 4 joueurs-là, c'est déjà quelque chose ça renforce réellement notre effectif. Et Nolan, c'est vraiment la bonne surprise parce que lui, à l'origine, c'est un joueur de complément. Oui, personne n'attendait même titulaire. Parce que c'est ça, pas on part avec Richard Socrier normalement, non? Pardon? Dans les plans de départ, c'est Richard Socrier qui doit jouer devant. Oui, il y a Richard. Et puis après, le jeune, il est là pour suppléer ou entre guillemets pour peut-être avoir des bouts de match si on passe à deux devant. D'ailleurs, je sais plus, il y avait Basile de Carvalho qui était encore là aussi cette saison-là au début sur les 6 premiers mois. Que il y a du monde. Donc franchement, non. Même si je vois que c'est un groupe qui vit bien et on prend la mesure du fait que ce groupe-là qu'on est un bon groupe, mais il va falloir, il va quand même, pour se maintenir en tout cas, au départ, on se dit qu'on a de quoi faire, mais attention quoi. Donc non, on n'avait vraiment rien de prévu, hein. Vraiment, on s'est adapté et vraiment, comme on dit, l'appétit est venu en mangeant. Et au-delà du discours du coach, on a été en mesure aussi de nous approprier certaines choses sur le terrain. Parce que le coach, c'était vraiment ça aussi, hein. C'était qu'on s'approprie un petit peu les problèmes qu'on pouvait avoir sur le terrain et qu'on trouve des solutions. D'accord. Et du coup, au final,
vous arrivez effectivement en Ligue 1 avec ce groupe-là. Justement, la Ligue 1 pour toi à Brest, ça évoque quoi pour toi? Il y a eu forcément des moments très faciles, mais il y a eu aussi très difficiles, mais il y a eu aussi des moments vraiment glorieux. On pense à cette série de matchs où tu restes invincible pendant 830 minutes. Enfin, c'est... Les victoires à Monaco, victoire contre Saint-Etienne où vous êtes premier aussi. La Ligue 1 à Brest, être premier, est-ce que tu t'y crois, toi qui as vécu quand même un peu des moments galères, des saisons en Ligue 2 où vous êtes maintenu au dernier moment, un petit peu à la 37e, 38e journée. Là, est-ce que ça te paraît un peu réel ou... Non, Ouais, mais je me suis dit que 2010, il y avait un quotidien qui l'avait très bien marqué, ouais. qui avait dit que 2010 c'était l'année de Brest. C'était l'année de Brest, c'était une année brestoise dans le sens où, en gros, tous les, Les astres étaient alignés, quoi. Non, mais au-delà de ça, c'était parce que ça allait bien au-delà du football. Qu'en fait, tous les incultes qui ne savaient pas où était Brest sur la carte de France, Avait pu placer Brest. allaient le placer non seulement de par les résultats sportifs, parce que bon, bah, Brest là, au niveau football, en plus, je crois que je crois que ça c'était paru pour 2010 ou c'était pour les vœux 2011, je crois, où justement il y avait une espèce de rétrospective sur 2010 et justement cette année-là, ça finit en apothéose pour la ville de Brest et pour tout Brestois parce que on a Laurie Tillman qui est Miss France. Du coup, on s'est dit dans cette année-là, en gros, Brest en Ligue 1, ils sont premiers pendant 3-4 semaines. Brest à la Miss France. Enfin voilà, Brest, voilà, on en a vraiment entendu parler. Donc cette année-là, effectivement, ouais. Après, on a été invaincu. On n'a pas pris de but. On n'a pas pris de but. On a été invaincu pendant 8 matchs, 830 minutes. Je dis bien on parce que même si il y a que mon nom qui est affiché au Panthéon entre guillemets, mais c'est vraiment nous quoi, parce que j'étais pas tout seul. Ouais, ça a été quelque chose de super. En fait, la sensation que j'ai eue, c'est que en arrivant en Ligue 1 avec ce groupe, qu'on pouvait faire face à beaucoup d'adversités parce qu'on était ensemble en fait. Donc ça déjà, ça a été quelque chose de fort et quelque chose qui psychologiquement, on avait peut-être un petit peu moins peur d'y aller parce qu'on se regardait les uns les autres et on se disait, on n'a rien à perdre en fait. On arrive d'en dessous, on a la chance qu'il y ait à peu près 70% du groupe qui a été maintenu pour vivre cette aventure. Donc, allez, on y va, on n'a rien à perdre. De toute façon, au pire, si on se vautre, on va dire quoi? Qu'on n'était pas prêt et que le club aurait dû faire les choses différemment. C'est pas grave, on a une chance, on va tout faire pour la saisir et puis voilà, et puis on y va. Surtout que vous faites une saison qui est hyper honorable, je crois que c'est 46 points la première année. Ça reste quand même. En plus, le maintien a été hyper dur à acquérir parce que il a été. Ouais, la dernière journée à Evian. Ouais, c'est ça. Et c'est Monaco qui descend d'ailleurs cette année-là, il me semble. C'est ça, exactement. Donc tu fais toi 2 saisons à Brest, 2 saisons en Ligue 1 avec Brest, il me semble. Ouais. Sur ces 2 saisons-là, je pense il y a un match qui me revient, un match, je sais pas qu'est-ce qui t'avait mangé ce jour-là, le match contre l'OM quand on gagne 1-0 avec le but de Paul Bass. Est-ce que c'est le match le plus abouti de ta carrière, en tout cas brestoise, celui-là? Non. Non. Ça reste celui-là parce que d'un point de vue symbolique, c'est l'OM. Ouais. C'est l'OM, c'est à Brest, c'est un dimanche à 17h où tout le monde n'a regardé que ce match-là. Ouais. C'est un match où l'OM joue les premiers rôles, donc voilà. C'est un match où le blé est plein à craquer. À titre personnel, c'est un match contre mon club formateur. En plus, ouais. Voilà, symboliquement oui. Mais après, sur le terrain ou quoi, non, parce que franchement, cette saison-là, à contrario de celle de la précédente, j'ai vraiment fait des matchs avec un sentiment de devoir accompli lorsqu'on avait joué contre les grosses équipes. Donc que ce soit et c'est là que je note une différence dans ma progression entre guillemets, ou je sais pas comment je peux appeler ça, parce que je pense que c'est peut-être une approche psychologique, mais sur ces matchs-là contre les grosses équipes, j'ai eu plus de travail et on a eu plus de résultats, et donc je me suis retrouvé en étant plus décisif, parce qu'au final c'est ce qu'on retient d'un gardien. Et cette deuxième saison-là, si je dois ressortir quelque chose, c'est que j'ai été plus décisif contre de grosses équipes. Donc que ce soit Marseille, Lille, Paris, je crois qu'on fait 2-2. Ouais, 2-2 Paris, je crois. 2-2 c'est la première année, après vous perdez 1-0 il me semble la deuxième année. Alors, voilà, donc oui, alors après oui, symboliquement oui, et puis il y a toujours
Il y a toujours ce double arrêt dont on parle, souvent. Ouais. Bah oui, un petit peu parce que enfin, ma famille est un petit peu. J'ai une partie de ma famille qui est sur Marseille, donc donc oui, on m'en parle encore parce que j'ai mes voisins j'ai deux voisins qui c'est dingue parce que supporters de l'OM. Voilà, c'est. Ouais. C'était Marseille qui jouait avec des champions, ils venaient de s'imposer à l'Inter, je crois, là, dans la semaine en plus, et ils viennent à Brest et ils tombent à Brest. Donc c'est pour ça que ce match avait fait aussi beaucoup de bruit dans les médias et tout. Je me souviens de ça. Peut-être, du coup, à la fin de la saison, tu te retrouves à quitter le Stade Brestois. Bon, tu nous as dit tout à l'heure que ça permettait de passer dans une autre dimension, mais est-ce que ça a été le seul argument? Est-ce que c'était juste que le projet lillois ne se refusait pas, ou tu avais peut-être fait le tour avec Brest? Non, j'avais pas fait le tour avec Brest parce que ça restait mon club de cœur. Après, très honnêtement, il s'était passé aussi des choses en interne qui ont fait qu'il fallait que je parte. Après, bien évidemment, le projet lillois, c'était quelque chose qui ne se refusait pas à 32 ans. Ouais. À 32 ans, si je voulais voir autre chose, il fallait en passer par là. Et pour moi, je pouvais pas laisser passer une telle opportunité avec tout ce que j'avais à y découvrir. C'était pas possible. Donc ça a été compliqué pour moi, ça a été vraiment un choix, même si le choix s'imposait sportivement. Mais ça a dû être difficile quand même humainement de quitter Brest. Ouais, parce que ça reste ma ville de cœur et la ville où, en plus, j'habitais en plein centre-ville, donc j'étais vraiment au cœur de la ville et j'aimais bien ma petite vie là-bas. J'y avais j'avais mes repères, voilà, donc que ça a été, ça a été pas un crève-cœur, je peux pas dire ça parce que c'était pour vivre quelque chose d'important pour moi, mais je le quitte avec vraiment un gros poids au niveau de la poitrine. Et du coup, tu as quitté Brest, mais après, pendant les mercatos qui ont suivi, donc pas tout de suite, mais quelques années après, on a quand même entendu à chaque fois dans les médias des petites rumeurs, Steve Elana peut-être de retour à Brest. Est-ce que il y a eu des contacts réels ou alors c'était simplement de la nostalgie de la part des supporters de Brest qui auraient bien aimé de te voir revenir? Alors là, je vais en parler, c'est bien parce que vous êtes les premiers à me poser la question. Et franchement, je ne vais pas me gêner pour répondre sans langue de bois. Il en a été question une fois où ça a été du vent. Par contre, il y a une fois où c'était vraiment réel. D'accord. Et en fait, le dirigeant en place à cette période-là, qui était le directeur sportif, n'était plus là, je risque de dire une bêtise, mais il y avait Michel Buquet. Ouais. Moi, quand on est en Ligue 1, que je pars... Jean Costa, il y a eu un moment. Non, mais en gros, c'est Monsieur Costa qui va mettre un gros holà à ma revenu. C'est lui qui va dire oui. Quand Thébault quitte le club, on est en train de discuter pour que je revienne parce qu'en même temps, ça coïncide un petit peu avec une période où moi je veux réellement quitter le club, quitter Lille parce qu'avec Hervé Renard en plus ça se passe pas super bien. Ouais. Donc moi dès le départ je fais en sorte de m'extirper un petit peu parce que voilà je me dis je suis sous contrat certes, mais être sous contrat et être à un endroit où je me sens bien dans tous les domaines, mais même malgré le fait de ne pas jouer, mais qu'avec l'entraîneur ça se passe pas trop bien, autant partir. Donc là tout le travail a été fait. T'as vraiment failli. Pardon ? T'as vraiment failli revenir au club, quoi. Et s'il n'y a pas Jean Costa au club, je reviens. Ah, punaise. Voilà. Et en gros, et en plus de ça, je pense que ce qui m'a le plus, j'ai pas voulu en parler en plus dans la presse. Hein. Franchement, j'ai mis mon pouce dans ma main pour pas trop parler parce qu'à l'époque, ce cher monsieur avait eu le culot de dire que je ne revenais pas à Brest pour des raisons salariales, ce qui était faux. Et c'est quelque chose, je lui en voudrais toujours parce que on peut dire que dans ma vie, à certains moments, peut-être que le salaire a été un frein pour certaines choses, mais je ne l'aurais certainement pas fait pour Brest, en fait. Certainement pas pour Brest et certainement pas pour revenir. Non. Bah non. Il y a un truc qui colle pas, sinon. Bah oui. Bah non. Sinon, c'est qu'il y a un truc qui colle pas. Donc. Et du coup, pourquoi il a fait ça, lui ? Qu'est-ce qu'il avait Lui, pareil, je vais être encore transparent. Lui, en fait, pour lui, ça a été il fallait que les dirigeants, en gros, arrêtent de rêver en pensant que j'étais capable d'apporter encore quelque chose au club. D'accord, ok. Parce que pour lui, en gros, à mon âge, j'étais fini, quoi.
Donc voilà. Donc c'est quelque chose. Alors que j'avais eu Alex Dupont auparavant qui m'avait dit ouais bah écoute, moi si tu reviens quoi. Et c'est un regret pour toi Mais du coup mais alors après l'un dans l'autre, moi à un moment donné j'ai pas voulu. Le truc c'est que à un moment donné ce que je ne voulais pas surtout. Pourquoi? Alors parce qu'il faut que je sois aussi totalement transparent. Pourquoi est-ce que les choses se goupillent et que je me positionne aussi? C'est parce que un peu partout, Brest en tout cas communique en disant il nous faut un gardien parce qu'on va perdre Thébault. Ouais. On va perdre Thébault, donc il nous faut un gardien. Moi, je suis intimement convaincu à ce moment-là que Joe Hartog peut faire l'affaire. Pour moi, il fait l'affaire. C'est d'ailleurs Pour c'est moi, lui qui prend le poste. Pardon? C'est lui qui prend le poste d'ailleurs directement. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Mais donc, pour moi à l'origine, il fait l'affaire. Après. Par le biais de mon agent, on nous dit ouais mais non, le club va chercher un gardien, va chercher un numéro 1, ils sont en train de discuter avec un tel. Bon ok, bon bah écoute, s'ils sont en train de discuter avec un tel, on va attendre de voir comment les choses se passent. Et donc à ce moment-là, et lorsque je sais qu'ils discutent avec un tel, bah je dis bah ok, bon dans ce cas-là allez-y, parce que si moi je veux pas arriver dans un contexte où en gros on dit à joueur Talk écoute, on te laisse ta chance, et puis au final on lui met entre guillemets une banane. Et puis c'est moi qui arrive. Je peux pas faire ça. C'est quelqu'un que je connais très bien. C'est quelqu'un avec qui j'ai cohabité. C'est pas possible pour plein de raisons. Et d'ailleurs, je l'avais eu, joueur Talk, je l'avais eu au téléphone à cette période-là aussi. Donc comme ça au moins voilà. Mais à cette période-là, effectivement, il y avait beaucoup de voyants qui étaient ouverts, sauf celui de Jean Costa. Quoi. Mais après que le deal ne se fasse pas. Très honnêtement, c'est quelque chose qui arrive. Il y a aucun problème. Oui, bien sûr. Mais par contre, il y a le fond et la forme. Et là sur la forme, c'est pas possible. Communiquer comme ça sur moi à Brest, avec tout ce que cela comporte pour moi et l'attachement que j'ai pour la ville, et non, pas possible. Bah, t'inquiète pas, de toute façon aujourd'hui à Brest, Jean Costa, plus personne sait qui c'est. Hein. Ouais, je ne m'étendrai pas plus. J'en ai dit assez, je pense. Ouais. Moi j'ai une autre question qui revient un peu dans le passé, qui est au final un peu délicate. C'est l'année suivant ton départ de Brest, le Stade Brestois est relégué. C'est aussi la première année du Stade Brestois sans Alex Dupont. Est-ce que tu as vraiment été surpris de voir le Stade Brestois autant galérer et finir par descendre? Parce que à l'époque, on se souvient, il y avait énormément de bruit de couloir, si on veut, qui faisait état de tension croissante, que ce soit dans le vestiaire, dans l'organisation du club. Donc, est-ce que pour toi, c'était au final prévisible ou la grosse surprise? Prévisible, je sais pas si ça allait être prévisible. Moi, la chose que j'ai pu dire à certains dirigeants en partant du club, c'est qu'ils faisaient une grosse erreur en ne prolongeant pas certains joueurs qui étaient trentenaires. Des tauliers voilà. du vestiaire. Pour moi, ça a fait trop de départs d'un coup entre Omar Daf. C'est Oscar et Samba aussi, non? Il part à Laval, je crois. Oscar, Romain Pouillet, moi je m'inclus aussi dedans, José Bina, moi, ça fait déjà 5 joueurs. 5 trentenaires. Pour moi, c'est trop. Et ça, tu l'as rappelé en partant. Je l'ai dit ouvertement parce que c'était quelque chose qui m'avait un petit peu... ça m'avait peiné déjà pour certains joueurs qui vraiment s'étaient vraiment bien acclimatés à la vie brestoise et qui en plus sur le terrain étaient des joueurs de devoir. Donc là, pour moi, ça a été une erreur. Voilà. Et du coup, ton dernier match finalement à Le Blé, c'est pas avec le maillot de Brest, c'était avec le maillot du Gazélec. C'était un match un peu particulier pour nous parce qu'on l'a bien vécu quelque part parce qu'on a gagné, d'autre part on n'est pas monté. Toi, tu l'as vécu comment ce match de ton côté? Parce que j'imagine que tu avais quelque part aussi un petit peu envie que le stade monte ce soir-là. Ouais, ça a été particulier, hein. Très particulier parce que nous avec Ajaccio, et franchement, à un moment j'ai hésité à le jouer. Oui, parce que justement, je me suis toujours posé la question, et je pensais jamais t'avoir au téléphone, et là j'en profite. Est-ce que lorsque tu te retrouves sur un penalty face à Bruno Grougy, qu'est-ce que tu penses à ce moment-là? Est-ce que t'as pas envie de lui dire, bah vas-y Bruno, mais là au fond, qu'on n'en parle plus, quoi? Je lui ai dit, je sais plus si je lui parle avant ou pas, mais je sais où il tire. En fait. Donc c'est très pareil, c'est très particulier. C'est vraiment un truc, et franchement. Je me suis dit, quand il s'est présenté, je me suis dit, mais il est con, quoi. Pourquoi il vient tirer, en fait? Et bon, après, au final, il l'a mis. Alors attention, je ne l'ai pas laissé non plus. Hein. Non, bien sûr. Mais c'était vraiment un poker menteur. Ouais, parce que et je me demande si du coup, s'il n'a pas changé. Ça. On n'en a jamais reparlé.
Ouais, parce que du On en a coup, jamais. tous les deux, vous deviez être dans un état d'esprit un peu bizarre, autant toi que lui finalement, parce que lui te connaît aussi bien. Ouais, mais après, le truc, c'est que, après, Bruno, c'est quelqu'un, il a une telle humilité que, en fait, on en a jamais reparlé après. Parce que, bon, sans doute parce que moi, j'en prends 6, donc il se dit, putain, il en a pris 6, il doit être énervé et tout, alors que franchement, Ouais. bah oui, bien sûr, je suis jamais content d'en prendre 6, mais après, Si, je, si. je, S'il fallait en vu prendre la 6, c'était physionomie. ce soir-là, quoi. Pardon? S'il fallait en prendre 6 un jour, autant que ce soit ce soir-là. Honnêtement, je vais pas mentir, ça m'aurait plus fait chier d'en prendre 6 et que l'équipe contre qui j'en prends 6 monte à la place du Stade Brestois, Ouais. plutôt que là. Ouais, bien sûr. C'est pas, je vais pas mentir, mais après, j'ai pas non plus été dans une démarche de me dire, bon, allez, ce soir, je me couche parce Bah qu'on joue non. Brest. Non. Pas l'idée, ouais. Ça a été, voilà, j'étais très content de venir sur Brest. Et oui, il y a toujours quelque chose de particulier et quelque chose qui me prend au cœur lorsque je rentre sur cette pelouse, ouais. Surtout que tu as toujours été très bien accueilli par les supporters lorsque tu Non, revenais, que ce rien à soit dire. avec Lille ou avec le Gazélec, je me souviens Non, de... non, rien à dire. Juste alors, Non, rien à dire. quelques petites questions pour finir sur le Brest aujourd'hui et juste ton avenir, comment est-ce que tu le vois? Aujourd'hui au club, tu as toujours des contacts, tu te tiens toujours informé un peu, tu regardes les matchs, tu reviens au stade de temps en temps ou tu as coupé un peu, vu que tu joues encore, j'imagine que c'est pas facile. Non, mais après, Greg Lorenzi, c'est mon ami, donc il y a Jules Lachir qui est mon ami. Le docteur Kergastel, c'est encore mon ami. Quand j'ai un problème, c'est lui que j'appelle. Après, non. Brest cherche un Les numéro 2, composantes. Et à chaque fois que je reviens à Brest, je passe toujours par le siège pour aller saluer, Jean-Paul, Isabelle, tous ceux qui bossent au club, quoi. Donc non, ni Corouet, Flo. Enfin, non. Moi, je suis tout le temps. Dès que je suis à Brest, de toute façon, je passe. Je passe au club, je passe un petit peu voir tout le monde et toujours avec un grand plaisir. Jean-Luc, Pascal, tout ça aussi. Et ouais, non, je revois tout le monde. Après, c'est Lachu et Greg Lorenzi que j'ai au téléphone tout le temps. Ouais. Donc oui, non, je suis très au courant. J'étais venu l'année. Alors j'ai pas pu venir du coup en Ligue 1 parce que je comptais venir pour le match de Lille. Et au final, j'étais venu l'année d'avant. Je suis venu sur le match de Lens. Ah, d'accord, en fin de saison aussi. Oui. Et ça te plairait de revenir au stade, toi? Parce qu'on a vu là, il y a Olivier Aurillac qui revient, il y a Joe Ramaret qui est également dans l'effect, enfin avec les jeunes. Est-ce que toi ça t'intéresserait ou peut-être tu préférerais un rôle plus comme Grégory Lorenzi de gestion de club plus tard, une fois que ta carrière sera terminée? Ouais, moi je suis plus dans la gestion que sur le terrain. Ouais. Moi je suis un homme de l'ombre. Non mais c'est vrai, hein, c'est pas, la lumière, je suis pas trop, j'ai pas besoin de ça. D'accord. Maintenant, dans un rôle un petit peu de tributeur, on va dire En retrait? à ce que le club, être actif, si vous voulez, sur le développement du club. Voilà. D'accord. Sur le développement du club en interne, que ce soit sur l'infrastructure, que ce soit sur de l'image, sur plein de trucs, voilà. Mais vraiment un travail qui a un sens par rapport au club. Il y a de quoi faire en plus, parce que je pense que le club peut progresser pas mal. Ouais, mais bon, après, on va pas inventer un poste. Non, après, bien sûr, c'est vrai. C'est clair. Non, après, on verra comment les choses vont se goupiller, et puis on verra aussi comment moi, de mon côté, quel axe je vais donner un petit peu à mon travail de reconversion. Tu évoquais la question des infrastructures en fait du club, et c'est au final un débat qui est très présent autour du Stade Brestois, j'ai envie de dire aujourd'hui, mais c'était déjà le cas en 2005-2006, c'est la question d'avoir un nouveau stade à Brest ou non. Pour toi, est-ce que le Stade Brestois devrait au final faire un peu ses adieux à Francis Leblay, ou est-ce que le stade est encore viable à tes yeux? J'aime trop le blé pour répondre à cette question. J'aime trop le blé, je peux pas y répondre. Parce qu'aujourd'hui, alors moi, franchement, quand je vois les conditions dans lesquelles ils sont aujourd'hui, déjà, je dis chapeau parce qu'ils ont une pelouse hybride quand même. C'est pas donné à tout le monde. Et nous, à l'époque, je pense que ça nous aurait vraiment empêché de vivre des soirées galères. Deuxièmement, quand je vois aussi le centre d'entraînement qui est magnifique, je dis chapeau. Je dis chapeau au travail qui a été fait depuis mon départ, donc depuis 2012. Je dis vraiment chapeau. Je dis chapeau à Greg parce que je sais un petit peu aussi le rôle qu'il a joué là-dedans avec les présidents. Avec monsieur Le Saint, donc avec Denis, donc ouais, non, je dis franchement, chapeau bas. Ouais. Mais un nouveau stade, après le stade,
Ouais, pourquoi pas. Ça peut être quelque chose un nouvel élan pour le club et ce serait, c'est sûr que là, Denis laisserait une trace indélébile, même si je lui souhaite de garder la présidence encore longtemps. Pour le club, oui, ce serait certainement une bonne chose. Utilité selon son utilité. Après, c'est vrai que si j'ai bien compris, la nouvelle affluence n'avait pas fait que des heureux. Enfin, l'affluence qui a été annoncée, je crois que c'était 13 000, non, je sais pas ça. Ouais, 13 000, 13 500, ouais. Bon voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui était très content de savoir que faire un nouveau stade pour avoir juste peut-être 1000 places de plus, voilà, je sais pas, c'est un projet qui se défend, quoi qu'il en soit. Du coup, ton regard sur le club actuellement, c'est plutôt positif. Enfin, tu penses qu'il va dans la bonne direction et d'une manière générale, est-ce que tu penses que le Stade Brestois est un meilleur club aujourd'hui, une meilleure institution, si on peut dire ça, aujourd'hui en 2020 plutôt qu'au moment où tu l'as quitté? Ah bah oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. Mais ce n'est pas pour faire offense à qui que ce soit, mais Non, bien non, évidemment. c'est dans la logique des choses. Et heureusement, parce que ça a été aussi l'un des paramètres qui a fait que j'ai quitté le club. C'est qu'à un moment donné, avoir que Penelen pour s'entraîner, Ouais. pour une équipe de Ligue 1 qui se maintient déjà difficilement, c'est déjà une anomalie. C'est déjà une anomalie. Et après, le truc, c'est que c'est toujours aussi un petit peu le jeu du chat qui se mord la queue. On se dit, mais bon, les gars, c'est bien, mais bon, en attendant, vous avez ça. Et avec ça, vous arrivez à vous en sortir. Alors pourquoi est-ce qu'on va faire différemment? D'accord. Vous arrivez à vous en sortir. Donc voilà. Puis en même temps, bah, tu peux te dire aussi, ouais, bah, on peut pas faire mieux parce qu'au final, on n'a pas mieux. Donc si on a mieux, on fera peut-être mieux. Enfin voilà, donc c'est très. Et c'est pas frustrant Pour moi- pour toi de se dire que t'aurais bien aimé en profiter de ces infrastructures? À vrai, c'est peut-être que vous Ah, mais auriez bien fait sûr. mieux justement. Mais bien évidemment. Parce que Mais ça, la deuxième année de Ligue 1, par exemple, si vous bénéficiez de ces infrastructures-là en 2011, peut-être que le club progresse différemment et revient pas en Ligue 2 non plus, quoi. Bah, je sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça m'aurait fait me poser des questions. Moi, D'accord. en tout cas, par rapport à mon départ. Alors, même si après, faut pas non plus mentir. Et c'est vrai que le projet lillois reste quand même, Oui, bien sûr. quelque chose qui ne se refuse pas, mais ça m'aurait fait beaucoup plus réfléchir. Là, en gros, c'était, moi, franchement, mes 2 dernières saisons à Brest, j'en porte encore les stigmates sur mes genoux parce que, avec les terrains qu'on avait à Penelen, j'avais des tendinites à répétition qui venaient. Et je vois que depuis que j'ai quitté le Stade Brestois, depuis 2012, j'ai plus jamais eu de problème de tendinite. Ah oui, d'accord. Donc c'est un truc bête, hein. Mais bon, bête, oui et non, parce que franchement, il y a des jours où je m'entraînais, où je jouais en boitant parce que la douleur était tellement présente, elle était devenue chronique qu'au final, je vivais avec. Mais c'est en quittant Brest et en ayant des terrains au quotidien différents, c'est là que tous mes problèmes de tendinite ont disparu. Quand t'es passé de Penelen au domaine de Luchin à Lille, ça a dû falloir se mouiller la nuque, non? Voilà, une petite différence. Il y a un autre point sur lequel, de l'aveu de bien des sueurs, le Stade Brestois a beaucoup progressé ces dernières années, c'est sur la formation. Et évidemment, le symbole de cette formation brestoise, c'est un petit conquêtois du nom de Gauthier Arseneur, qui est donc en quelque sorte ton successeur. Quel regard t'as sur ce gardien qui est au final dans un profil quand même bien différent du tien? Est-ce que tu l'as côtoyé à Brest, toi? Je sais même pas. En 2000. Si, on s'est croisés. Vous êtes Si. croisés? Ouais, il devait pas être très vieux. Non. Non. Gauthier, je suis admiratif déjà de son parcours, mais de la personne qu'il est. En fait, c'est quelqu'un dans le foot, quand on dit qu'à un moment donné, il faut être capable d'attendre son heure et travailler, bah là, ça en est vraiment le symbole, quoi. Il a attendu. Il a attendu son heure, il a eu une opportunité, il l'a saisi. Voilà, c'est quelqu'un qui a le Stade Brestois dans son cœur, hein, puisqu'il il a débuté. Maintenant, je me souviens d'un jour où j'étais redescendu sur Brest un week-end, justement, j'étais avec Greg. On s'était retrouvé à la Cavale pour aller voir jouer les 19 qui jouaient contre Bordeaux. Et quand je regarde le match, je dis à Greg, putain, le petit Gauthier, il a bien grandi, hein. Je dis, franchement, j'aime bien ce qu'il dégage, tu vois. Il me dit donc, je dis ça peut être perçu par certains, ça pourrait être perçu comme entre guillemets un gardien un petit peu grande gueule. Mais moi, je trouve que c'est putain à son âge, s'affirmer comme ça sur le terrain et puis lier les actes à la parole.
J'ai dit putain, c'est pas mal, tu vois. Et puis donc je suivais un petit peu son parcours de loin. Et donc en plus j'en parlais beaucoup parce qu'en fait tous les gardiens qui sont pas, alors mis à part Thébault parce que bon c'est complètement différent, mais tous les gardiens qui ont joué, que ce soit Joe Hartog, que ce soit Donovan Léon, ce sont des gardiens que j'avais au téléphone en fait. Que j'avais au téléphone par moment, et Gauthier aujourd'hui ça nous arrive aussi. Voilà, donc ce sont des gardiens que j'ai toujours eu au téléphone pour échanger sur tout et rien, les féliciter quand il fallait, les guider quand il fallait, voilà, donc j'ai suivi ça un petit peu de loin, et lorsque Gauthier se retrouve à jouer, ouais, d'un côté je me dis le mec il a rien volé, il est venu là, il avait rien à perdre, il y est juste allé avec tout ce qui le caractérisait lui, ses qualités, ses défauts. Et c'est passé en fait. Ah, c'est passé. Là, il a prolongé, du coup, ça a été annoncé il y a très peu de temps. Ouais, j'ai vu ça. Tu lui vois quoi comme avenir à Gauthier, justement, parce qu'il tient beaucoup à Brest, mais peut-être même pour lui, un départ un jour pour progresser, jouer dans un grand club. Après, il y a aussi des gardiens, des mecs qui disent, voilà, il est un peu petit, etc. Il a l'air d'avoir une force de caractère qui peut lui permettre d'arriver quand même assez haut, je pense. Il n'y a aucune vérité sur ça. Ouais. Donc on parle de sa taille, c'est pas une vérité. On parle de son avenir, de son attachement à Brest. Oui, c'est vrai. Maintenant, pareil, il n'y a aucune vérité. Je pense que la seule vérité, c'est ce qu'il va faire sur le terrain. Donc cette année, il se maintient, c'est très bien. Il a fait une très bonne saison. Bien sûr, il va falloir attendre la confirmation, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. Hein. C'est bien de faire ça, parce qu'on pourra pas lui enlever. Il faut continuer à bah confirmer, oui, quoi. puis ce qui serait beau, c'est que Brest continue à se maintenir, parce qu'au final, c'est vraiment là c'est là que réellement on voit si le fait d'avoir fait une bonne saison, si ça rejaillit sur les résultats et sur le nombre de points qu'on a en fin de saison. Il prévoit un bel avenir, en plus avec l'équipe de France, où voilà, il a quand même que 23 ans. Ouais. 23 ans, c'est beau, vu ça, pour un gardien, 23 ans déjà. Vous avez généralement une longévité un petit peu plus importante que les autres joueurs, donc c'est clair qu'il a peut-être de beaux jours encore devant lui. Après, il va atteindre sa plénitude autour de 26, 27 ans, donc oui. Après, s'il est bien entouré, que dans le travail, il tombe pas, il n'a pas d'accro, parce que on parle d'avoir un nouveau club et un grand club. Ok, d'accord, super. Moi, je vais vous dire honnêtement, une des choses qui m'a peut-être un petit peu, alors pas plombé, mais l'une des choses, j'ai eu du mal à m'y retrouver, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment sur le côté humain. Le côté humain, ou alors je dis pas qu'à Lille, j'ai côtoyé de mauvaises personnes, mais je dis juste qu'à un moment donné, à Lille, c'était pas, j'avais une façon de prendre les choses, de vivre les choses et de les commenter, qui était vraiment en toute sincérité et en toute transparence. D'accord. Ouais. Et cette transparence, au final, vous vous rendez compte par moment que vaut mieux la garder pour vous. Et franchement, par moment, j'ai compris pourquoi est-ce que certains préféraient squeezer des conférences de presse. Franchement, je l'ai compris. Parce que médiatiquement, je trouve qu'il y a des choses qui se passent en coulisses, qui sont loin d'être belles. Et moi, ça a un petit peu détruit l'image que je me faisais de certaines choses. Et j'ai pu aussi découvrir un petit peu par moment la malveillance de certaines personnes qui profitaient un petit peu de leur position de porte-voix médiatique pour dire des bêtises, quoi. Parce que je parlais de Gauthier, demain partir dans un grand club, être entraîné par quelqu'un d'autre, avoir une vision différente, c'est pas la même chose. Il y a une espèce, alors je veux pas dire un confort, mais à Brest c'est un petit peu, il y a un petit cocon quand même qui s'est. Donc bien évidemment, lui il va vouloir un petit peu sortir de ce cocon et essayer de voler de ses propres ailes pour voir ce qu'il en est ailleurs. Mais attention, il y a un petit cocon, faut vraiment pas l'occulter parce qu'il est réel. Et ce qui est réel aussi, c'est que lorsqu'on est moins entouré de toutes parts à l'extérieur, on vit pas la même chose. On vit pas les victoires, les défaites, tout ça, on les vit pas de la même façon que lorsqu'on est dans un club, dans un contexte favorable. Voilà. D'accord, ouais, c'est intéressant
d'avoir ton avis justement là-dessus. Je pense qu'on partage aussi ce que tu dis. Bah, merci en tout cas Steve. Avant de se quitter, peut-être qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi du coup pour les mois à venir là, une montée avec Cholet, une 4e montée. Non, comme tout le temps, juste la santé. La santé, ça suffira, c'est déjà oui. Et peut-être est-ce que tu aurais un message pour les fidèles supporters brestois avant de se quitter qui nous écoutent. Il y a notamment pas mal de membres de la Tribune Quimper qui nous écoutent régulièrement sur ce podcast. On sait que tu es un petit peu l'idole aussi de cette tribune. Non, leur dire que les ambiances à Le Blé me manquent terriblement, que les échanges que j'ai pu avoir aussi avec eux à certains moments, sur et en dehors du terrain, et que c'est quelque chose que j'oublierai pas tous les témoignages d'affection que j'ai pu recevoir durant ces années et même après. Kenavo. Kenavo. Merci beaucoup Steve en tout cas pour le temps que tu nous as accordé. On a pris pas mal de ton temps et d'avoir répondu en transparence à toutes nos questions. C'était vraiment très, très sympa de ta part. Non, il n'y a pas de souci. Merci à vous. Merci beaucoup, puis bonne continuation. Kenavo. Ouais, c'est gentil. Merci, à la bientôt. Prochaine, après, j'espère. Salut. Voilà, on espère que donc cet entretien qui a été d'environ 1 heure avec Steve et Lana vous aura plu. En tout cas, il a éludé très peu de questions et puis il a répondu de manière assez transparente à nos interrogations. J'espère en tout cas que ce format de podcast vous plaît également. On ne l'en fera pas à chaque fois parce qu'évidemment c'est pas simple toujours d'attirer des invités et encore plus des invités pertinents et intéressants à écouter. Mais d'autres suivront très certainement dans les semaines et les mois à venir. Yann, maintenant l'actualité qui va nous intéresser, je pense, dans les prochains podcasts, ce sera le mercato. Ouais, le début peut-être de la nouvelle saison. J'ai tendance à dire que les saisons démarrent en juillet en général. Et là, ça va peut-être, on ne sait pas encore, on est vraiment dans le flou au niveau des dates. Donc en tout cas, le Stade Brestois reprend l'entraînement le 29 juin, donc début juillet, effectivement. Peut-être avec des nouvelles têtes à l'entraînement. On aura peut-être d'ici là aussi le nouveau maillot, quelques informations sur les matchs amicaux et également la suite du feuilleton Johan Cour, notamment suite et fin, de toute façon, puisque visiblement le joueur semble définitivement partie du club. En tout cas, Yann, merci pour ce moment passé avec toi. Je te souhaite une très bonne fin de journée et puis je te dis à bientôt. Ouais, merci à toi pour l'invitation et Kenavo. Kenavo et à bientôt à tous. Merci de nous avoir suivis. Le branle-bas de la croisière et dans la blanche baleinière. Chamboué, notre brigadier, son bol est caplé un peu sur le côté. Me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.